Il vous est déjà arrivé de rencontrer une personne que vous étiquetiez de prime abord comme intéressante. Puis, au fur et à mesure de votre échange, vous commencez à connaître la personne. Et l'estime que vous avez pour elle est remplacée peu à peu par du mépris. Pour éviter de devenir cette personne qu'on méprise, nous allons aborder aujourd'hui la loi 4 de Robert Greene. Dites-en toujours moins que nécessaire. Je suis Notonnier, bienvenue à bord. Plus vous vous laissez aller à parler, plus vous avez l'air banal et peu maître de vous-même. Même anodines, vos paroles sembleront originales, si elles restent vagues et énigmatiques. Les personnages puissants impressionnent et intimident parce qu'ils sont peu loquaces. Plus vous en dites, et plus vous risquez de dire des bêtises. Définissons un biais cognitif qui va aller de pair avec cette règle. L'effet de halo. Non, pas cet halo-là, ce halo. L'effet de halo, c'est le fait d'attribuer des traits de personnalité en fonction de l'apparence d'une personne. Plus une personne vous semblera attirante, belle, propre sur lui, plus elle renverra des traits comme intelligente, dynamique, gentille. Au contraire, plus une personne va être affreuse, plus vous aurez du mal à la considérer comme intelligente, vous allez penser qu'elle est perfide, elle est mauvaise, elle est pas forcément gentille, elle est désagréable. Il vous est tous déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui était très beau, et de vous être dit « Waouh, il a l'air de tout réussir dans sa vie, c'est un mec qui sait mener ses projets », alors que le mec il était juste caissier. Vous vous êtes totalement fait avoir par cet effet de halo. En quoi cette règle a un lien avec l'effet de halo ? Il suffirait que vous soyez beau gosse et que vous sachiez fermer votre bouche pour que toutes les choses se passent bien. C'est pas plus compliqué que ça. Et pour le comprendre, plongeons dans la Rome antique. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, on y suit l'histoire du général Corion. Une légende du champ de bataille qui, après 17 ans de combat pour Rome, effectuait une reconversion vers la politique, où il y visait le poste de consul. Pour vous donner un petit exemple actuel, c'est comme si d'un coup le major Gérald venait à se présenter à la présidentielle. Lors de son premier discours, il commença par exhiber ses blessures et cicatrices obtenues au combat, ce qui eut pour effet d'émouvoir le peuple et peu de gens prêtèrent attention à son discours. Forcément, quand vous voyez un mec qui arrive, qui est couvert de blessures pour vous avoir protégé toute sa vie, ça force un petit peu le respect. Et donc les gens n'ont pas forcément écouté ce qu'il avait à dire et sont restés focus sur les blessures qu'il avait obtenues au combat. Et ça vaut mieux que tous les discours. Sauf que vous allez voir, c'est un mec qui n'a pas respecté la règle. Il était déclaré favori pour le poste. Puis, le jour des élections, il discourut à nouveau. Il se vanta avec arrogance de ses exploits sur le champ de bataille. Il vociféra contre ses rivaux des discours de haine et spécula sur l'argent qu'il allait ramener à Rome. Cette fois-ci, le peuple écouta. Normal, ils allaient pas regarder 2 fois d'affilée les cicatrices en disant « Oh, c'est tout ce que j'attends d'un chef d'État, c'est qu'il soit balafré ». Non, là, ils ont quand même prêté attention à son discours, et il y a eu une erreur fatale. Il a été extrêmement arrogant, et le résultat a été très différent. La population se mobilisa en grand nombre pour voter contre Coriolan. Il retourna donc sur le champ de bataille. Dans sa colère, il discourut contre la démocratie et fut banni de Rome. On a ici le contre-exemple complet de cette loi. Un homme qui arrive complètement gagnant, qui n'a pas besoin de parler, mais qui va décider d'en dire plus que nécessaire. Et ne sachant pas tenir sa langue, il a non seulement perdu son poste de président, mais il a aussi été banni de son pays, pour lequel il s'était battu pendant 17 ans. Ça fait un petit peu lourd comme punition. Je vais te dégager, vous me le bannez lui. Je peux savoir ce que vous foutez les modos, bannez-moi tout. Vous me les bannez. Mais faisons la traversée vers des univers un petit peu plus fictifs, qui illustre cette règle. Gatsby, le magnifique. Qui est Gatsby ? Gatsby, c'est un mec qui organise des énormes fêtes gratuites tous les dimanches soirs. Vous l'aurez compris, Gatsby, c'est le mec le mieux noté de Airbnb. Petite particularité, personne ne sait réellement qui est Gatsby. Personne ne l'a jamais vu, au fait, il ne se montre pas, il ne fait pas de discours. Juste, il ouvre les portes de son manoir et dit « Les gars, faites comme chez vous, buvez, dansez, amusez-vous à souhait ». Bon, forcément, le fait qu'il ait une identité cachée, ça fait beaucoup parler. Les rumeurs vont bon train, il n'a même plus besoin de montrer sa tête pour être admiré. Cependant, le personnage de Nick, et qui est Spider-Man, tu nous le fais pas à nous, rencontre Gatsby. De là, il commence à nouer une amitié, et Gatsby explique qu'il cherche à attirer l'attention de Daisy, la cousine de Nick. Au plus le film avance, au plus on en sait sur Gatsby, et au plus il perd de sa magnifique. Plus Nick passe du temps avec Gatsby, plus il fait des actions qui le rendent faible, plus humain. À la fin, le personnage de Gatsby n'est plus qu'un meurtrier,
contrebandier d'alcool, là où on pensait initialement qu'il était un baron. Encore un exemple de personnage qui partait gagnant, mais qui, en se révélant, a participé à sa ruine. Je vous fais un exemple encore plus rapide de personnage qui parle trop et qui est respecté uniquement quand il parle pas. Ça, c'est Zenitsu quand il parle. Ça, c'est Zenitsu quand il ferme sa bouche. Zenitsu quand il parle. Zenitsu quand il ferme sa bouche. Zenitsu quand il parle. Bon, je vais pas faire ça toute la vidéo, même si je vous avoue que j'aurais bien aimé. Vous avez compris, Zenitsu est respecté uniquement quand il ferme sa bouche. Et en fait, il est d'ailleurs meilleur quand il ferme sa bouche. Cette règle est également très bien utilisée par le personnage de Blondin, dans Le Bon, la Brute et le Truand. Posons les bases. Qui est Blondin ? Blondin, c'est le beau gosse classique des années 60, incarné par Clint Eastwood. C'est typiquement le genre de personne profitant de l'effet de halo, puisqu'il est très charismatique de base, et que, petit bonus, il ne parle jamais, sauf pour lâcher des énormes punchlines. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. En fait, si tu croisais Blondin dans la rue, il y a de fortes chances qu'il ne te calcule même pas. Mais s'il commence à t'adresser la parole, je donne vraiment pas cher de ta peau. Dans le film, on suit Blondin et Tuco. Ils sont recherchés et jouent de cela puisque, en fait, à chaque fois qu'ils sont recherchés, ils font en sorte de se faire arrêter et de récupérer une prime sur le dos de leur recherche. Le processus est simple. Tuco se fait attraper et pendre. Au dernier moment, Blondin tire sur la corde et les deux cow-boys repartent alors avec la prime de leur capture. Alors qu'ils sont en plein milieu d'un désert entre deux arnaques, Tuco commence à négocier sa part de la prime. Bon, Blondin décide de l'abandonner en plein milieu du désert, à 30 km de toute civilisation. Il a décidé de le laisser en vie et de lui dire « Ah, bonne chance parce que 30 km ça fait loin, surtout que t'as pas de cheval, que t'es à pied, et que si jamais tu survis, tu vas être extrêmement rancunier. » Tuco survit, il est extrêmement rancunier, et décide de se venger sur Blondin en lui faisant le même coup. Parce qu'au lieu de l'abandonner dans le désert, il va le tenir en laisse dans le désert. Ouais, Tuco il est pas forcément cool, hein. Bon, Blondin survit grâce au scénario, clairement. Et puis ils reprennent leurs aventures plus ou moins ensemble. À la fin du film, qui dure quand même 3 heures, on n'en sait pas forcément plus sur Blondin qu'on en savait au début. Il coche toutes les cases de la loi 4 et il réussit à récupérer son pactole et à s'en sortir gagnant. La loi 4 lui a donc permis de rester en vie et de garder le contrôle sur la situation. Ne faites pas l'erreur de trop parler de vous. Faites parler les autres. Ils se sentiront écoutés et auront une meilleure image de vous que si vous aviez discouru pendant 1 heure. Quand vous vous exprimez, vous avez 2 options. Si vous ne maîtrisez pas forcément le sujet, je vous conseille de rester vague. Ne rentrez pas dans les détails. Bon, veillez tout de même à éviter les phrases bateaux du style « ça dépend, chaque cas est différent », qui vous feront juste passer pour un mec creux qui ne maîtrise pas son sujet. Mais en restant un petit peu vague en dehors de tout ça, il y a de fortes chances que ça te passe inaperçu. Par contre, si c'est un sujet que vous maîtrisez à 100%, vous pouvez sortir de nulle part et apporter votre connaissance. Veillez tout de même à rester agréable dans la discussion, personne n'aime les « monsieur je sais tout ». Enfin, utilisez le silence à votre avantage. Soyez à l'aise avec les moments de blanc qui feront parler vos interlocuteurs. Ok, on arrive au moment des devoirs de la semaine. Et ça tombe bien, on a 2 devoirs. Premier devoir, tenir une discussion de 5 minutes avec une personne sans parler de vous. Ça veut dire que vous allez devoir être dans une vraie écoute. Ne pas chercher à écouter la personne pour ensuite récupérer des arguments et faire des contre-arguments, débattre. Non. Pendant 5 minutes, vous allez écouter pleinement une personne. Vous avez le droit de parler, hein. Vous avez le droit de rebondir sur ce qu'elle dit pour essayer de creuser davantage le sujet, de la renvoyer sur d'autres sujets, mais vous n'avez pas intérêt à dire « Ah mais ça me fait penser à... » ou « Moi je fais... » Non, ça on oublie. Pendant 5 minutes, vous écoutez pleinement la personne. Et vous allez voir que déjà, la personne, elle va vous en être gré, parce que c'est très rare de la véritable écoute. Si vous regardez dans la semaine, peut-être qu'une personne vous a véritablement écouté. Souvent, les humains aiment bien interagir et parler d'eux, mais très peu de gens écoutent vraiment les gens. Donc, soyez cette personne qui écoute les gens et qui les fasse parler. Deuxième devoir, instaurer des moments de blanc lors de vos discussions.
Ça peut paraître bizarre. Ça peut paraître bizarre, et pour la plupart d'entre vous, ce sera gênant. Mais non seulement les moments de blanc peuvent venir ponctuer vos phrases et leur donner un plus grand impact, mais ils vont aussi permettre de pouvoir laisser l'interlocuteur respirer et de dire « Ok, il a parlé, il a fini sa phrase, j'ai compris sa phrase, et en fait, le petit moment de blanc que vous allez rajouter, ça va lui permettre de la processer, de la comprendre, de pouvoir mieux l'utiliser, mais c'est pas uniquement à ça que ça sert les moments de blanc. Les moments de blanc peuvent également vous permettre de faire parler davantage votre interlocuteur. La plupart du temps, les gens se sentent gênés face aux moments de blanc, et ils cherchent à tout prix à parler. Donc, quand une personne finit et que vous attendez qu'elle en dise davantage, vous la regardez et vous ne parlez pas. Et là, elle va forcément reprendre là où elle en était, à dire « Non, ben en fait, y avait ça derrière. Et moi, je me suis senti comme ça. Et voilà. Et en fait, vous allez obtenir toutes vos réponses sans poser de questions. Bon, évidemment, il y a des moments où les moments de blanc, ça fonctionne pas et qu'il faudra creuser. Avec des tels que, oui, qui peuvent être plus ou moins des moments de blanc. Il y a aussi une chose qui est intéressante avec les moments de blanc, c'est le fait que, dans la plupart des cas, vous allez pouvoir évaluer à travers ces moments de blanc si vous êtes à l'aise avec la personne ou pas. Quand vous êtes à l'aise avec une personne et qu'aucun des deux parle, vous pouvez vous trouver dans la même pièce sans que ce soit gênant. Ce qui n'est pas du tout le cas avec tout le monde. Il y a certaines personnes avec qui vous allez vous retrouver dans la même pièce et vous allez chercher à meubler soit par des phrases bateaux, soit vous allez chercher à vous carapater au plus vite. Donc, en instaurant volontairement des moments de blanc, vous allez pouvoir savoir si vous, oui ou non, vous êtes à l'aise avec la personne. Et si c'est pas le cas, bah pas de souci, vous le savez, et peut-être même que vous allez développer une espèce de tolérance au malaise en étant de plus en plus exposé à ces moments de blanc. Voilà. Je vous invite à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. C'était le Notonnier, vous êtes arrivé, ok.